Diversification, digitalisation, relations, le magasin fait sa révolution. Alors on va voir comment les marques les plus inventives se sont renouvelées pendant la crise. Je vous propose donc un tour du monde en 45 minutes des meilleures initiatives on et offline qui inspirent le retail de demain. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec Isabelle d'être là parmi vous grâce aux joies de la technologie. On a réfléchi et c'est vrai que c'était mieux pour nous et surtout pour la planète de faire cette restitution du coup en digital. Mais on peut tout à fait se rencontrer voilà, dans la vraie vie si vous le souhaitez. On essaie de réduire au maximum nos déplacements et vous allez le comprendre qu'on n'est pas les seuls à être dans cette bonne dynamique. Donc alors, on est là aujourd'hui pour voir... Vas-y Isabelle. Donc, je disais bonjour aussi et je disais qu'on avait voulu en fait vous inspirer et vous donner un court aperçu de l'évolution du retail, ses nouveaux formats et ses nouveaux business models. Et que cette réflexion rentre dans le cadre d'une restitution d'un programme appelé What's Up Retail que nous faisons chaque année. Vous pouvez déjà aller sur le site d'Urban Sublime ou d'Influencia pour avoir toutes les informations sur ce programme qui révèle les grandes tendances du retail dans le monde, parce qu'avec Laetitia et nos correspondants à l'étranger, on en a un petit peu partout, nous visitons certains pays, nous assistons à toutes les conférences et nous partons chaque année en janvier à la NRF à New York, qui est la grand-messe du retail. Donc on parle beaucoup d'accélération et c'est vrai qu'en peu de temps, crise du Covid oblige, tout s'est accéléré comme jamais auparavant. Et les preuves sont bien là. Évidemment, la digitalisation des ventes n'est plus un sujet aujourd'hui. Les ventes en ligne représentent aujourd'hui en Chine 50% des ventes du retail. Évidemment, on a accéléré sur les formules de livraison, de pick-up, de cœur pick-up, de click and collect. On a aussi assisté à une explosion des business models et surtout des formats dont on va vous parler aujourd'hui. Donc l'accélération, elle est bien là, il n'y a aucun doute. En revanche, Laetitia évoquait la planète, sur des sujets clés sur lesquels on s'est déjà penché l'année dernière, l'éco-conception, la déconsommation, la santé mentale des employés, des services beaucoup plus humains, la baisse des émissions de CO2 et puis la survie des espèces. Le gros avertissement que nous envoie le GIEC, bon là on est encore trop souvent sur des discours de marque et malheureusement moins dans la réalité, en tout cas pas suffisamment. Donc on a une réelle, effectivement, accélération du retail, en tout cas en réponse à la crise. On va le voir aujourd'hui sur les nouveaux formats. C'est absolument exponentiel. Toutes les conférences, effectivement, parlent de cette effervescence. On peut le voir sur plusieurs plans. D'abord, effectivement, on va le voir dans cette conférence, des nouveaux emplacements. On appelle ça les shop-in-shop, mais aussi toutes les stratégies comme Decathlon dans certains pays d'être présent sur des aires d'autoroute, ou alors d'autres marques qui s'installent dans des supermarchés. Les nouveaux emplacements sont vraiment une nouvelle stratégie. Ensuite, on parle beaucoup effectivement des nouveaux modèles de marketplace, le fait d'avoir des marques qui commencent à vendre d'autres marques sur leur site internet ou parfois en magasin, les phénomènes d'abonnement. On voit que d'ici 2023, 75% des marques direct to consumer auront un modèle qui sera basé sur l'abonnement, donc ça va devenir quasiment la base des modèles de marques et des magasins de demain. La seconde et la troisième main qui arrivent évidemment en magasin, tout comme la recharge, la réutilisation, le phénomène de précommande ou de à la commande, la co-création ou les panels de pré-testing qui permettent aujourd'hui d'éviter des stocks et d'éviter du coup d'avoir trop de produits et de pouvoir créer des modèles plus circulaires, et la location long terme, on le voit à la fois chez Monoprix, tout comme dans le luxe avec Breitling ou dans les phénomènes de location d'automobiles. Et puis les deux derniers petits phénomènes qui ont émergé aussi directement de la crise, c'est vraiment le fait de créer des kits do it yourself pour que les gens et les clients puissent créer eux-mêmes chez eux les produits, et de nouvelles gammes made in France qui sont apparues chez des marques qui en général ne faisaient pas ou plus de made in France. Donc on voit à quel point le retail est en effervescence aujourd'hui. Ce qui nous paraît le plus important et le plus intéressant, c'est que enfin le ROI n'est plus un dogme. Ça fait des années quand on est en conférence, quand on propose des innovations et des projets et qu'on
on montre des initiatives de marque, effectivement, c'est important. En interne, les entreprises étaient tout le temps à se poser la question d'abord du ROI. On nous demandait tout le temps combien ça rapportait. Et on a vu avec la crise que finalement, chaque marque doit se réinventer rapidement. Et finalement, le test and learn est devenu la norme. On teste sur un petit panel de consommateurs, on voit s'il y a de la réponse et finalement si ça marche. Donc, on vous a préparé avec Isabelle 8 grandes tendances. On a des milliers d'informations à gérer par jour quasiment, notamment sur le retail. Et on a essayé de faire un concentré avec Isabelle des 8 grandes tendances qui nous semblent importantes aujourd'hui. D'abord, le futur du retail est vraiment alliance. On l'a vu avec le phénomène des shop-in-shop. Aujourd'hui, quand une marque comme Le Bon Marché invite une autre marque, donc Olidermy, une marque de cosmétiques aujourd'hui, c'est quasiment presque normal, mais quand cette marque Olidermy va elle-même inviter une trentaine de marques pour créer carrément un espace lifestyle, on est vraiment dans un mix d'alliances assez incroyable. Mais ces alliances-là sont devenues très stratégiques dans plusieurs domaines. Par exemple, Carrefour a demandé à La Poste de pouvoir installer des pick-up pour pouvoir récupérer les courses. Donc, on est vraiment sur des alliances aussi d'emplacement. Emplacement toujours, quand Decathlon s'installe sur les parkings des Super U pour trouver de nouveaux endroits. Ou quand, on le disait, CA s'installe dans les supermarchés Cora. Et puis, les alliances se font aussi entre marques B2C et B2B. Quand on voit que le nouvel espace H&M Home propose aussi une gamme de Robertet, donc ce grand parfumeur grassois qui, en général, opère plutôt dans le secteur du B2B. Donc, on est vraiment sur ce phénomène de nouvelles alliances, mais aussi un futur du média, n'est-ce pas Isabelle ? Oui, parce que les marques se sont aperçues de l'importance d'avoir des points de vente qui se digitalisent et qui offrent des contenus. Alors, on l'avait vu il y a quelques années avec la tendance Instagrammable dans les magasins qui proposaient les meilleurs endroits pour faire la meilleure photo. Maintenant, on a des magasins qui sont eux-mêmes des contenus parfaits pour le digital. On trouve des studios, ça a commencé en Chine avec le live streaming, et aujourd'hui, on a le même phénomène en France avec des espaces de live streaming, de live shopping, des studios d'enregistrement en magasin. La Fnac Darty, par exemple, a fait une cinquantaine de lives entre septembre et décembre 2020. 1 million de personnes sont vues ces lives et face aux résultats très prometteurs, le distributeur a créé son propre studio d'enregistrement en magasin et il réfléchit même à lancer sa propre chaîne de live streaming à terme. Et on s'est aussi aperçu que le replay faisait augmenter les ventes. Donc là, il y a du ROI. Alors on voit aussi que le futur est média, évidemment en Chine, ils sont très en avance. Par exemple, chez MAC à Shanghai, où les influenceurs peuvent réaliser leur propre workshop, créer du contenu directement sur place. Vous avez aussi chez Shiseido en Chine une véritable scénarisation. Chacun se prend en photo au centre du magasin. Donc, on est un petit peu dans une sorte de théâtre. Et puis, TikTok, vous savez que TikTok, c'est devenu le nouveau terrain de jeu des marques. On le voit en Europe avec Mango, notamment à Barcelone, qui a imaginé une expérience retail très immersive pour évidemment attirer les jeunes consommateurs. Alors, rien n'est laissé au hasard. On va à l'arrière de la boutique, il y a une scène pour inciter les clients à danser, à chanter, à se prendre en selfie, mais aussi à enregistrer leur propre chorégraphie sur TikTok. Et puis, peut-être la marque qui finalement la mieux décrit, c'est la marque donc Call Me Jennifer, qui bien sûr a aussi des espaces TikTok, mais qui, elle, n'a pas peur de dire clairement qu'elle devient un média qui détient une marque qui a des magasins. Donc, on est vraiment passé de la photo Instagrammable, n'est-ce pas Isabelle, du magasin Instagrammable au finalement magasin média qui crée ses propres studios et ses propres réflexes pour que les clients s'approprient le magasin, s'approprient les produits et finalement fassent la communication sur Internet. Oui, tout devient média aujourd'hui en fait. Tout devient média et tout est exploratoire. On a vu à quel point le retail est en ébullition sur ces nouveaux formats. On va voir à quel point les marques sont en train de réfléchir finalement bien au-delà de leur première mission. Quand on voit que Ikea commence à vendre de l'énergie solaire en Suède et que REI, cette marque de produits outdoor, s'est lancée dans le business du tourisme et propose non plus seulement les bons produits mais aussi les bons
voyage, Decathlon a lancé aussi sa propre plateforme. On voit que Saks, donc à New York, qui est ce grand département, un petit peu les galeries Lafayette aux États-Unis, ont lancé leurs propres espaces de coworking pour que les gens puissent à la fois travailler, puis aussi se relaxer avec toute une série de différents services. Et la plateforme Shopify, donc de e-commerce, a elle aussi lancé des espaces pour les entrepreneurs. C'est assez incroyable de voir aussi en France arriver cette tendance-là de Monoprix qui se développe de plus en plus dans l'univers de la santé dans ses magasins, ou de Lush à Paris qui se lance aussi dans la vendant à la fois et des fleurs fraîches. Donc on est vraiment sur des tendances d'exploration de marques, notamment à New York avec ce concept store Naked qui a décidé d'explorer son quartier, sa ville, avec cette grande tendance des produits 0 km, des produits qui sont sourcés vraiment à l'endroit même du magasin. On a beaucoup d'acteurs qui essayent aujourd'hui de sourcer le plus possible à proximité. Donc on est passé vraiment de cette tendance produit à cette tendance service, et aujourd'hui on arrive vraiment sur des univers entièrement lifestyle qui demandent parfois des collaborations avec d'autres marques, ou alors carrément des marques comme on a vu par exemple pour Monoprix qui se lancent dans la santé. On voit également dans ces explorations l'exploration de ce phénomène assez incroyable de la seconde main. Le marché d'occasion, on voit donc dépassera celui du neuf dans la mode en 2028. Et puis, il va croître de 15 à 20%, donc tous secteurs confondus, d'ici les 5 prochaines années. Donc, on voit des gros acteurs comme Nike qui se lancent dans ce type de produits de seconde main. Ce qu'on peut voir, ce qui est très stratégique pour les marques, c'est que d'après les premières études qu'on a, la seconde main ne favoriserait même l'achat de produits neufs. Donc, la seconde main boosterait les produits neufs, puisque les gens, en revendant leurs produits d'occasion, auraient un pécule à réinvestir dans des produits neufs. Donc on se doute qu'il y a un intérêt pour la planète, mais aussi un intérêt lucratif à se lancer dans la seconde main. Et puis l'exploration, elle se fait aussi de manière digitale. On voit 54% des consommateurs au niveau mondial souhaitent davantage d'engagement digital avec les marques, et on voit finalement ces modèles hybrides qui proposent ou une séance en magasin ou une séance virtuelle. On est vraiment sur un modèle qui commence à proposer exactement le même type d'expérience de façon virtuelle ou en magasin. C'est au consommateur de choisir l'expérience qu'il souhaite en fonction de ce qu'il a envie de vivre et en fonction parfois du temps. Et puis l'exploration digitale, elle se continue beaucoup évidemment sur Internet, notamment au niveau du gaming. On a vu Gucci qui est rentré dans les jeux comme Zepeto. On a vu avec les non-fungible tokens et la blockchain, le fait de pouvoir acheter des produits entièrement digitaux, et parfois des sacs Gucci se sont vendus plus cher en virtuel que dans la réalité. Et puis en magasin, évidemment, on a aussi cette tendance au retour du QR code, à l'augmentation effectivement de l'expérience produit en le prenant en photo et en vivant une nouvelle expérience. Et puis Isabelle, en Chine, on a un petit coup de cœur. Oui, on veut vous montrer cette expérience qu'a vécue notre correspondante, où elle passe dans un mall, elle passe devant cette machine, elle a strictement rien à faire, et la machine soudain l'habille avec d'autres vêtements auxquels elle n'aurait certainement pas pensé, et que bien sûr vous allez pouvoir acheter dans un magasin situé quelques mètres plus loin. Donc voilà, c'est de la magie, c'est miroir, montre-moi les vêtements auxquels je n'aurais pas pensé. On voit à quel point, effectivement, la digitalisation en magasin aujourd'hui trouve aussi des nouvelles façons de créer du lien et d'expérience avec des clients potentiels. Puis le futur est beaucoup outdoor. Donc là, on est chez un espace éphémère Prada à Shanghai qui a décidé de plutôt être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça reflète bien l'esprit qu'on a post-pandémie, de pouvoir aller à l'extérieur, de pouvoir pour les marques se déplacer pour rencontrer leurs clients. On a évidemment vu cette caravane Louis Vuitton aux États-Unis se déplacer donc pour rencontrer ses clients. Ce qui est plus incroyable, c'est cette marque
marque Cuyana San Francisco qui a créé un magasin qui est entièrement déplaçable. Donc on est vraiment dans une volonté aujourd'hui de créer des espaces non seulement modulables mais déplaçables à volonté pour rencontrer les clients là où ils le sont. Et puis le magasin hors les murs, c'est aussi d'avoir du personnel qui se déplace bien au-delà des simples murs du magasin. Decathlon expérimente énormément ce nouveau phénomène de pouvoir avoir des équipes à l'extérieur qui vont courir avec leurs clients, qui vont se déplacer pour réparer les vélos, qui vont se déplacer pour prodiguer des conseils. Donc il y a des leaders qui travaillent vraiment en dehors du magasin pour aller parfois même en entreprise chez les clients. Et puis mon petit coup de cœur, c'est Fanfan et Loulou à Nice, qui m'interrogent beaucoup sur le phénomène de la livraison, qui serait peut-être aussi le produit de demain. Ce sont deux fondateurs qui vendent du vin bio et qui livrent de 17h à 2h du matin quand vous n'avez absolument pas envie de vous déplacer, c'est eux qui viennent à vous. Et finalement, la livraison devient hyper stratégique. Et pour moi, c'est vraiment le prochain maillon à travailler pour les marques, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des services de livraison complètement déshumanisés, c'est de se repositionner en se disant mais finalement la livraison parfois ça va être le seul contact que mon client va avoir avec ma marque. Alors est-ce que je décide qu'il reste complètement impersonnel ou alors est-ce que je décide de me rapprocher de ces nouveaux modèles où je vais parfois avoir même le fondateur comme dans ce cas-là qui va venir chez moi me livrer, m'informer sur les produits, créer du lien. Finalement eux ils ont démarré vraiment avec ce système de livraison avant d'avoir un magasin et ils ont démarré avec Instagram avant même d'avoir aujourd'hui un site internet puisque tout se fait sur Instagram. Vous avez la carte qui est disponible sur Instagram et vous commandez en envoyant un simple message privé et on se demande si finalement le futur du retail ne serait pas dans ces nouveaux formats-là. Alors on va me dire, si le futur du retail est à l'extérieur des magasins, que fait-on en magasin? On a trouvé intéressant de vous parler de l'initiative The Big Quiet à New York, qui est partie d'un appartement. Et finalement, les gens se réunissent dans des endroits de consommation parfois extrêmes pour ne pas consommer. Et finalement, ça peut être aussi un nouvel insight à se dire, le futur des magasins, c'est évidemment de continuer à proposer ce qu'on sait bien faire, des produits, des services, mais peut-être aussi de rejoindre cette envie mondiale qu'ont les gens de faire autre chose peut-être que de consommer en magasin. Voilà pour les nouvelles expériences. Alors bien sûr, les vidéos étaient avant Covid, hein, bien sûr. Alors cinquième tendance. Je crois, Isabelle, en 2020, qu'ils ont été invités par Oprah Winfrey à faire aussi un tour aux États-Unis. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été un petit peu effectivement limité par le Covid, mais qui revient en force. Hein. Oui, absolument. Oui. Au moins dans les régions des États-Unis où n'ont pas peur du Covid, absolument. Mais c'est une vraie tendance et de toute façon, les individus ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de partager et si le retail leur permet un endroit où ils peuvent partager, où ils peuvent se reposer, où ils peuvent méditer, je pense que le retail aura certainement gagné des nouveaux clients aussi. Alors, autre tendance, la cinquième, c'est le futur est fidèle. Bon, alors vous savez qu'un client fidèle, c'est extrêmement important
important, d'autant plus que 84% des Français jugent que le pouvoir d'achat a diminué, leur pouvoir d'achat a diminué, et donc ils ont envie qu'on leur propose des offres, des comportements qui vont leur parler. Et en réponse à ces nouveaux comportements, les business models tels que la recharge, l'abonnement, le shopping promotionnel, des offres comme Klarna qui arrive en France et qui permet de payer en 3 fois, et puis des offres comme la précommande explosent. Et ce chiffre est intéressant parce que d'ici 2023, 75% des marques direct to consumer auront une offre basée sur l'abonnement. Alors vous avez vu les récentes offres d'abonnement, Carrefour, Monoprix, beaucoup de marques y réfléchissent, et l'abonnement devient évidemment une technique de plus en plus importante. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, nous avons une présentation très spécifique sur la fidélisation engagée de demain, avec des exemples français et internationaux, et là encore, toutes les informations sur son site d'Influencia et d'Urban Sublime. En fait, ce qu'on peut voir aujourd'hui en magasin, c'est que la fidélisation passe pas seulement par des réductions, mais aussi beaucoup par des nouvelles attitudes des marques, comme le prêt de produits. Alors, chez Monoprix, on vous prête une perceuse, mais on va vous prêter aussi une parapluie ou un de leurs hits, imaginez-vous, c'est une boule à facettes, voyez. Bon, chez H&M, c'est une offre intelligente, puisqu'ils prêtent gratuitement un costume pour des entretiens d'embauche. Et ensuite, ils s'occupent de le nettoyer, du pressing. Donc là, on va au-delà d'un simple prêt, on réfléchit à aider les gens dans le besoin. La fidélisation passe aussi par le fait de mieux comprendre son consommateur et lui donner des services en adéquation avec ses besoins. Et c'est pas toujours le cas. La marque de cosmétiques Seasonly, par exemple, elle a lancé des sessions de massage Baby and Glow. Si vous êtes une jeune mère active, vous pouvez venir avec votre bébé vous faire masser. Donc, on est beaucoup plus dans une fidélisation qui prend plus en compte le client dans la personne, et finalement, on est dans l'inclusivité des services. Et puis, certaines marques ont pris en charge aussi, en compte, les services alarmants de la santé mentale qui existaient un peu avant le Covid, mais depuis le Covid, explosent. Exemple de cet endroit qui est Field Trip à Toronto, qui est un nouvel espace retail qui ne vend pas des produits, mais qui propose les services de psychologues pour vous écouter, et puis des séances de relaxation. Et ils ont bien sûr une appli pour suivre leurs consommateurs, patients, shoppers, je ne sais pas le mot qu'on peut employer, donc une appli pour les suivre dans leur quotidien. Donc véritablement un suivi pour faire en sorte que la marque, elle devienne la marque qui accompagne tous les jours le consommateur, et le consommateur va lui rester fidèle. Alors, 6e tendance, Laetitia. Le futur est ta mission. Voilà. Alors, Pardon, oui, il y a toujours un petit décalage quand même quand on n'est pas à côté l'une de l'autre. Oui, le futur émission. Avec la pandémie, les consommateurs souhaitent plus que les marques s'impliquent dans la société. C'est une évidence. 84% des Français abandonneraient une marque qui n'agit pas de manière responsable. Et on a vu des opérations ponctuelles. Alors Burger King, souvenez-vous, qui avait racheté 200 tonnes de pommes de terre aux producteurs pour les offrir à ses clients. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, ce sont les opérations de longue durée. Vous venez de voir L'Oréal qui vient d'annoncer avec Emmaüs la création d'un nouvel espace beauté et qui s'adresse aux personnes en situation de précarité. C'est quelque chose sur le long terme. Comme Veja, la marque évidemment formidable en matière de RSE, qui a ses ateliers de cordonnerie pour faciliter la curiosité, et qui a même ouvert une cordonnerie dans le nouvel étage des Galeries Lafayette, vous savez, le Restore, un étage assez étonnant puisqu'il est consacré à cette nouvelle économie. Et puis, étonnant, ce magasin aux Pays-Bas qui s'appelle le Circularium, et rendez-vous compte, tout est gratuit. Et en fait, on oublie l'argent. Hein. Ici, on paye avec des remerciements que l'on écrit sur une petite note. Alors, on ne va pas vous dire que, évidemment, ça va être le cas pour tous les magasins, mais malgré tout, c'est une tendance qui est intéressante. Et puis, ce magasin King Jouet, lui qui a décidé de réinventer la relation, tout simplement en accueillant tous les enfants avec une glace. Donc finalement, on est plus sur une mission de réinventer la relation avec les gens et plus seulement de vendre. On est là, on les accueille, on leur fait du bien, on leur propose un petit plaisir, on leur propose parfois de faire la fête dans un magasin, et voilà. Et c'est plus seulement la vente qui compte, c'est autre chose. Et après, bien sûr, les clients vont acheter.
Et une de nos grandes questions avec Isabelle, c'est de se demander si effectivement le futur sera slow. Est-ce que le futur va être déconsommation ou est-ce que le futur est de consommer toujours plus, d'aller toujours plus vite, de consommer toujours plus aussi de temps chez les clients. Quand on voit qu'en 2019, je crois qu'on était 1h49 sur nos smartphones et que 3 ans après, on est plus de 3 heures par jour sur nos smartphones, c'est incroyable comme cette vie s'est accélérée. Alors, on va essayer de poser la contre-tendance. Le futur est beaucoup plus rapide, ça c'est vrai dans certains magasins ou avec la crise. Ce que nous, on a adoré, par exemple, à New York, chez On Running, c'est le fait de ne pas avoir à aller dans l'arrière-boutique pour pouvoir prendre des stocks, mais tous les stocks sont directement sous les yeux du client et on trouve directement la taille dont on a besoin. On peut se poser aussi la question du slow quand on voit Tacos Bell qui développe des queues différentes de drive en fonction de si vous avez l'application mobile ou si vous ne l'avez pas pour aller encore une fois plus vite. Mais ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça éradique le temps d'attente, donc parfois une attente qui ne sert pas à grand-chose. Mais ce qu'on se rend compte quand même, c'est par exemple chez Kiabi, ils ont essayé de faire la livraison, ils essayent de faire la livraison avec des créneaux très précis. Et le retour qui est intéressant est de voir que finalement le consommateur ne souhaite pas forcément être livré vite. Et peut-être que ça, on a tendance à l'oublier. On se dit que avec la possibilité d'être livré en un quart d'heure un repas, etc., le consommateur veut être livré tout le temps très vite sur tous les produits. Et c'est pas forcément vrai. Et c'est pas forcément ce que souhaite tout le monde pour tous les produits. On voit par exemple chez cette marque Katia Sanchez qui crée des pulls à la commande que parfois il faut attendre 2 mois, 3 mois avant d'avoir un vêtement. Et c'est intéressant de voir sur les captures d'écran Instagram les personnes qui disent j'ai hâte d'être en novembre, j'ai hâte de l'attendre. C'est intéressant de voir finalement que le temps d'attente permet de vraiment avoir envie d'un produit, permet aussi de raconter l'histoire du produit, permet de faire du storytelling, permet de faire des podcasts, permet de faire des visuels sur la création des produits. Et finalement, c'est tout ce qui contribue aussi à poser des valeurs de marque qui vont être différenciantes. Et puis notre dernier coup de cœur, Isabelle, c'est le futur poétique. Oui, je voulais juste dire que finalement, le luxe avait déteint puisque on peut attendre des mois, des mois et des mois un sac Kelly, et finalement, on peut attendre aussi des mois et des mois un produit qui est un simple produit en cachemire. Alors oui, dernière tendance, le futur est politique. Politique, vous voyez le lapsus intéressant. On voulait finir sur une jolie touche, puisque en effet, on a plein d'exemples à vous montrer. Alors on en a choisi juste quelques-uns parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on voulait vous montrer que les marques avaient envie de faire rêver. La Samaritaine nous le montre avec ce très beau visuel, et la nouvelle Samaritaine, évidemment, est un endroit magnifique. Mais là, on a eu un coup de cœur, évidemment, pour le nouveau Starbucks de Tokyo, qui est splendide. Imaginez prendre un café dans une jardinerie de rêve. On a envie d'y passer sa journée, d'y passer une partie de sa vie, quasiment. Et le futur est aussi poétique, comme le montre ce mix retail et digital pour cette vidéo commandée par Sarah. Zara a commandé cette vidéo pour sublimer ses vitrines. Alors, ça n'existe que sur le net, mais ça a fait un buzz énorme. Il y a eu 18 millions de vues sur TikTok. Voilà. Et puis, pour finir, on va retourner en Asie. Bah, vous en avez peut-être entendu parler. C'est cet incroyable magasin de Louis Vuitton à Tokyo qui s'inspire des océans et qui est vraiment aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que la beauté, on en a besoin aujourd'hui dans notre monde. Donc, merci aux marques qui l'ont compris. Exactement. Mais pour faire un futur poétique et pour faire un futur slow, on va être obligé forcément d'essayer de s'aligner et de retrouver. Voilà, et de retrouver plutôt un ancrage à la réalité. Comme nous le rappelle Veja sur ce visuel, l'éco-responsabilité est un mot très vide pour beaucoup de marques encore. On essaie de le remplir, c'est pas facile, mais ce qui est intéressant, c'est de repartir vraiment de cette réalité. Alors je sais pas, j'arrive pas à aller sur ma dernière slide de conclusion. Je retourne au début. Bon, on va pas refaire toute la présentation quand même.
Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important de réaligner les chakras, c'est important de retourner effectivement à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire d'amener des preuves avec toutes ces... en repartant du début, c'est-à-dire en repartant de la survie d'abord, notre propre survie sur la planète et la survie des espèces, en repartant de toute cette éco-responsabilité, cette vague, et finalement d'amener les preuves qu'on a réussi à amener en digitalisation suite à la crise, de les amener aussi en éco-responsabilité. Il est temps vraiment d'aligner les chakras par rapport vraiment à cette question, parce que sans éco-responsabilité, sans déconsommation, on ne pourra plus vous montrer ces beaux modèles que l'on voit au travers du monde. Et je voulais vous montrer l'exemple d'une marque qui, pour moi, a vraiment reparti de la réalité, c'est la Camif. La Camif est repartie du constat que 58% donc, de l'empreinte carbone d'une entreprise est due aux émissions liées à l'importation. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui pour la plupart des entreprises. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de ne plus importer au-delà de l'importation européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont 80% de produits made in France, 20% produits en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que ils ont pris donc ils ont pris des risques, puisqu'il y a beaucoup de produits qu'ils ne proposeront plus aujourd'hui, mais ils alignent leurs chakras, ils alignent leurs valeurs. Ils ont décidé de relocaliser les productions, le savoir-faire, l'empreinte carbone du coup de la diminuer. Et c'est intéressant de se dire que c'est important de repartir de la réalité, de repartir de ce que sont les chiffres et les dégâts que l'on peut faire aujourd'hui en créant finalement des marques et des produits, et en essayant de mieux répartir effectivement cette cohérence. Et c'est pas ça va de pair avec la croissance, c'est pas incompatible, puisque la Camif a fait plus 44% de croissance en un an l'année dernière. Donc finalement, peut-être que aligner les chakras est une bonne solution. Voilà, on espère, on a été rapide. On aurait aimé vous donner encore plus d'exemples, mais en tout cas, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de temps pour les questions ? Bon, on n'a pas le temps pour les questions, mesdames, je suis désolée. En tout cas, merci infiniment. C'était totalement passionnant, mais vraiment. Je crois qu'on peut les applaudir vraiment très, très fort dans la salle. Montrez-leur que vous êtes là. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Et à très bientôt.